Et on enchaîne sur la deuxième table ronde. Vous allez voir qu'on a respecté la parité ce soir au G9 dans les invités. Donc j'appelle sur scène Marie-Béatrice Duval, qui est DRH adjoint de la Banque de détail à la Société Générale. Attention de ne pas tomber. Sergine Dupuis, qui est la PDG fondatrice de Red Pill Bibos. Fanny Medina, qui est déléguée nationale en charge du digital à la CFE-CGC. Et Alain de Roumillac, qui est le président de Manpower Group France, pour une demi-heure de table ronde. Le thème, comment les entreprises s'adaptent. Nadia. Tout à fait. Et nous allons commencer donc avec Marie-Béatrice Duval de Société Générale. Comment la banque de détail, comment Société Générale, cette vieille dame, si je peux me permettre, de 150 ans, s'adapte à cette évolution des métiers, à cette révolution numérique? Bonsoir, merci de m'offrir la possibilité de vous dire quelques mots peut-être de la manière dont, de ce qui se passe dans la banque de détail. Donc, à la Société Générale aujourd'hui, la digitalisation, c'est un bouleversement en fait du business model, bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est en fait, on voit beaucoup moins de clients dans les agences et à côté de ça, on n'a jamais eu autant d'opportunités d'avoir des contacts avec nos clients, puisque je crois qu'en 2016, on a eu 900 millions de contacts avec nos clients. Donc c'est quand même considérable. Donc évidemment, on est dans un changement important du business model et qu'on doit accompagner. Donc on a annoncé en fait une réduction du dispositif d'agence assez importante, moins 20% des agences sur 5 ans. Et également, on a annoncé une transformation des back-office, puisqu'on avait 20 back-office, et on en ferme 6, 5 en province, dans des bassins d'emploi assez difficiles malgré tout. Caen, Rouen, voilà, Nice, donc des bassins d'emploi pas évidents. Et donc et en même temps, on va spécialiser les 14 autres. Donc vous imaginez en termes d'évolution des collaborateurs ce que ça nécessite. Donc on a toute cette, je dirais, transformation RH à mener. Et donc la manière dont on s'y prend, en tout cas, c'est évidemment beaucoup de concertation, beaucoup de concertation avec les organisations syndicales qui ont été, je dirais, signataires de manière majoritaire, puisqu'on a 4 des 5 organisations syndicales qui ont majoritairement signé les 2 accords qu'on avait fait avec eux sur la partie des fronts, enfin la partie des agences et la partie des back-office. Puisqu'on a essentiellement du reclassement interne à proposer à nos collaborateurs, également un peu de plan de départ volontaire, mais c'est essentiellement du reclassement interne. Donc voilà, ça c'est une des manières dont on accompagne, je dirais, tout ce dispositif. Et je dirais que la manière aussi, on est dans un schéma très partenarial avec les organisations syndicales, et je pourrais vous donner un autre exemple, puisque l'année dernière, toute l'année 2016, on a mené un très grand chantier sur l'évolution des métiers, puisque en fait, ça faisait déjà plusieurs années qu'on se disait les métiers évoluent, mais ça veut dire quoi? Et puis en fait, il ne faut pas commencer le chantier, parce que de toute façon, dans 2 ans, ce sera de nouveau, on ne sait pas comment ça aura évolué. Donc en fait, on a décidé de le faire en co-construction, donc avec les lignes métiers, qui elles, je dirais, penser tout savoir sur l'évolution des métiers, également avec des managers, des collaborateurs du réseau, évidemment l'ARH, puisqu'on a été organisateur de ce grand chantier, et également les organisations syndicales, qui n'ont jamais été les moins disantes dans cette évolution des métiers. Et on a travaillé sur l'ensemble des 25 000 personnes de la Société Générale. On a travaillé sur 87% des effectifs. On a défini 29 profils métiers, où on a plutôt essayé de se projeter de quels seront l'évolution de ces 29 profils métiers dans 5 ans. On a travaillé sur ce qu'ils vont faire au quotidien, et on a travaillé sur toute la granularité des compétences, sur 7 familles de compétences et 4 niveaux je dirais, de maîtrise de ces compétences. Et tout ce travail, ça nous permet évidemment toute une conduite de changement avec les organisations syndicales, mais aussi bien sûr les collaborateurs. Et c'est toute une base en fait qui nous permet aussi d'asseoir aujourd'hui une démarche de formation et également une démarche qui sans doute aurait été peut-être plus difficile à accepter de la part des organisations syndicales, une démarche de diagnostic de compétences en fait. Voilà, donc je pense que la manière, en tout cas, on y va tous ensemble. Et c'était quand même un grand chantier, puisqu'on a eu 350 personnes, 40 workshops, voilà, partout. Mais aujourd'hui, une démarche qui s'impose à tout le monde, et on voit que si on a quelques nouveaux métiers,
par exemple le directeur d'agence multisite ou par exemple des responsables de la conformité. On a bien sûr quelques métiers qui disparaissent. Évidemment, le chargé d'accueil, comme on l'a connu, disparaît. Mais on a surtout une très forte évolution des métiers eux-mêmes. Et je dirais que l'évolution, elle est surtout comportementale. Et si je devais donner un exemple là-dessus, c'est qu'on a des managers, notamment, qui étaient, comme vous pouvez sans doute l'imaginer, dans un mode très hiérarchique, qui doivent développer une posture beaucoup plus ouverte et beaucoup plus de coach, et qui doivent également, par exemple, gérer une relation omnicanale, une production en fait qui se fait dans un monde omnicanal, alors qu'avant, le collaborateur qui était dans l'équipe, il produisait avec un client qui était que dans l'agence, alors que là, on est dans un monde où le client va intervenir dans le digital, et puis peut-être qu'un petit bout du process sera fait dans l'agence. Voilà, donc une posture de manager qui évolue très fortement. Donc des métiers qui ont évolué beaucoup. Et tout ce chantier, ça nous a permis aussi cette conduite du changement vis-à-vis des collaborateurs et je dirais même vis-à-vis du management intermédiaire. Très bien, nous évoquions le sujet de management agile, éventuellement d'organisation horizontale. Quelle direction prend la banque vers cette orientation ? Alors je dirais que très modestement, on en est assez loin, mais alors on est traditionnellement dans une organisation très hiérarchique, mais pour aller dans le sens de M. Amiot, on est dans une nécessité impérieuse de renouveler le style de management. Ça, c'est très clair, pour tout un tas de raisons, parce que le business model l'impose aussi, parce que le business model, il est beaucoup plus, je dirais, il nécessite un partage et un collectif qui est beaucoup plus fort. Évidemment, parce que les jeunes générations n'acceptent plus d'être managées comme leurs prédécesseurs l'ont été, en tout cas. Et donc, on est dans cette impérieuse nécessité de révolutionner notre mode de management. Et je dirais qu'on a fait deux choses qui pourraient illustrer cela. Quand on a transformé les back-office, quand on a démarré la transformation des back-office, parce que c'est une transformation qui va durer 5 ans, on a beaucoup accompagné les collectifs de managers. C'est-à-dire qu'on a accompagné chaque équipe de direction de chaque site, c'est des sites de entre 100 et 150 personnes. Chaque équipe de direction avait un challenge différent auquel elle devait faire face. Certains devaient fermer leur site et d'autres devaient transformer une partie des activités de leur site. Et on les a beaucoup accompagnés en tant que collectif de managers. Donc au travers de journées qui étaient des sortes de séminaires en fait, mais dans lesquels ils partageaient leurs problématiques et ils co-construisaient le plan d'action qu'ils devaient effectuer ensemble. Et ça les a beaucoup aidés. Et on les a aussi accompagnés au travers de sortes de petites formations, mais qui étaient des sortes d'expérimentation, de cas pratiques sur leur cas individuel. C'est-à-dire comment je reçois un collaborateur qui n'a plus de job demain. Donc voilà, on les a aidés là-dessus. Et puis peut-être également dans un autre domaine, et là je dirais que c'est la face immergée de tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut un management beaucoup plus participatif, beaucoup plus positif dans une organisation qui avait l'habitude d'être très hiérarchique. Et donc l'année, on sort d'une initiative qui nous a donné beaucoup d'enthousiasme en tout cas, qui était un hackathon sur l'innovation managériale qu'on a fait dans notre nouveau bâtiment, je dirais notre technopole qui est à Val-de-Fontenay, qu'on vient d'inaugurer, qui est un bâtiment je dirais très ouvert et dans lequel il n'y a que du flex office. Donc voilà, on a un bâtiment très moderne, je dirais. On a rassemblé des managers qui étaient intéressés par ce sujet de l'innovation managériale et on les a fait travailler en mode petite équipe pendant 2 jours sur 4 thèmes. Alors chaque équipe travaillait sur un thème, hein. On avait le management participatif, le management positif, la simplification des modes de management et également la qualité de vie au travail. Et l'objectif, c'était qu'ils nous fassent des propositions, des propositions assez concrètes, puisque l'engagement, c'était que pour les personnes qui gagneraient le challenge, on se ferait fort d'expérimenter leurs propositions. Donc on a eu, et donc ils ont fait leurs propositions devant un jury où on avait associé en fait des binômes de VIP de la banque.
et de jeunes, très très jeunes collaborateurs pour embarquer cette vision jeune en fait des projets. Et donc voilà, on est sorti de ce projet avec 4 très beaux projets. Ben, maintenant, il ne nous reste plus qu'à les faire. Et je dois dire qu'en termes de force pour pouvoir implémenter ces projets, c'est eux qui les ont faits. Évidemment, on aurait pu lire beaucoup de littérature là-dessus, mais ceux-là, ils viennent de l'entreprise, et donc là, l'innovation, elle résultait de ces projets qui ont été proposés par des collaborateurs, et qui sont assez innovants, puisque ce sera une web-série sur les do and don't du management positif. C'est également une possibilité de participer à des projets, également une sorte d'agence pilotée de manière très simplifiée, du type un peu entreprise libérée. Donc voilà, c'est tout à fait nouveau. En tout cas, pour l'entreprise Société Générale. D'accord. Merci. Donc l'entreprise pivote. Monsieur Romillac, auprès de vos clients, vous-même, que constatez-vous en termes de mode d'adaptation des entreprises? Alors d'abord, nous sommes des intermédiaires, et il y a plein de gens qui pensent nous être des intermédiaires, donc qu'on disparaisse. Bon, la bonne nouvelle, c'est que plus ils le disent, mieux nos affaires marchent, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, quand je dis ceci sous forme de boutade, donc, premier sujet, nous on a un enjeu de transformation extrêmement important. Encore une fois, parce que nous sommes des intermédiaires, parce que la relation d'ailleurs avec nos intérimaires sur notre métier de base change, et ce qu'attendent nos clients change également. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a d'ailleurs un décalage de plus en plus fort entre ce que sont les demandes de nos clients et ce que sont les profils des gens qui viennent nous voir et qui cherchent un emploi. Et donc sur le sujet de la polarisation, moi j'ai une autre définition de la polarisation, j'ai la définition entre ceux qui ont les compétences qui aujourd'hui sont requises dans ce monde qui est en train de se transformer, et ceux qui ne les ont pas. Et ceux qui ne les ont pas, ils ont de plus en plus de mal à s'intégrer sur le marché du travail. Et c'est un enjeu aussi, c'est un grave enjeu de société, puisque c'est sur ces métiers-là, alors après, il y a peut-être un certain nombre de nouveaux métiers qui vont se développer, mais il faudra aussi les former, parce qu'il faudra peut-être d'ailleurs, et ce qu'on se rend compte, nous, c'est qu'on a autant un problème de savoir-être qu'un problème de savoir-faire, sur lequel il faut qu'on travaille. Donc ça, c'est un enjeu assez majeur. Alors nous, ce qu'on essaie de faire en interne, d'abord, c'est de nous appuyer beaucoup, et en nous transformant beaucoup, en faisant de l'open innovation. Et donc, on a cette chance, c'est que dans notre domaine, on a identifié, rien qu'en France, 330 startups dans le domaine des services RH. Encore une fois, pas toujours des gens qui nous veulent du bien, mais on pense qu'en travaillant avec eux, on doit pouvoir trouver une opération win-win. Et c'est ce que nous essaierons de démontrer au salon Viva Technologies. Et je vous engage tous à venir sur le stand Manpower Group, où nous accueillerons 32 startups pour démontrer la complémentarité entre un grand groupe comme nous et des startups au service de nos clients, donc mi-juin. Donc on travaille sur ces sujets-là, et on s'adapte par rapport à tout ceci pour changer l'expérience, parce que nous on a donc 2 interlocuteurs, changer l'expérience avec nos intérimaires et changer l'expérience avec nos clients. Et puis, nous sommes le témoin de ce qui se passe sur le marché et de ce que nous disent nos clients. Donc, on voit plusieurs phénomènes. Le premier, on voit une augmentation de la demande en flexibilité et qui n'a rien à voir avec ce qu'est la croissance de l'économie. Parce qu'on a vécu par le passé des croissances extrêmement fortes de nos demandes en flexibilité, sauf que c'était jamais avec une croissance à 1,1% du PIB. Donc on a beaucoup de clients qui aujourd'hui se posent la question de c'est quoi mon business model à 5 ou 10 ans, et dans ces conditions-là, j'ai besoin d'être flexible parce qu'il va falloir que je m'adapte. Ça, c'est le premier phénomène. Second phénomène, on a une croissance extrêmement importante et une demande extrêmement forte de la part de nos clients sur le recrutement. On l'a déjà un peu évoqué, que ce soit des PME, des grands groupes, que ce soit pour des métiers du digital, que ce soit pour des métiers manuels. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous disent « nous n'arrivons pas à trouver les compétences dont nous avons besoin ». Et d'ailleurs, de plus en plus, nous sommes amenés à coupler formation et recrutement, puisque là encore, comme sur un certain nombre de métiers, il n'y a pas suffisamment de compétences pour répondre, et sur certains bassins d'emploi, pour répondre à la demande qui est celle de la part de nos clients. Donc nous couplons de plus en plus formation, recrutement, pour bâtir les compétences dont les entreprises ont besoin. Là encore, je pense que c'est un des challenges majeurs de nos sociétés. Le premier, c'est,
je l'ai évoqué, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que des gens qui n'ont pas les compétences que l'économie recherche, comment est-ce qu'on fait quand même en sorte de les intégrer, de les former suffisamment pour qu'ils puissent s'intégrer dans l'économie, et c'est ce qui permet aussi de faire société. Et puis, si on manque des compétences qui sont recherchées par les entreprises, comment est-ce que justement ces compétences, on les développe? Parce que sinon, notre économie ne tourne pas aussi vite qu'elle pourrait tourner si les entreprises ne trouvent pas toutes les compétences dont elles ont besoin. Donc ça, c'est le second enjeu, un sujet de recrutement. Et le troisième sujet, c'est tout un ensemble de discussions que nous avons avec nos clients c'est comment je m'adapte dans ce monde et comment j'adapte mes compétences par rapport à ce qu'est ma préoccupation. Et quand je discute avec des dirigeants d'entreprise, souvent la synthèse, c'est demain, vos compétences, c'est quoi? C'est moins, pas les mêmes. Donc comment je fais? Donc chaque fois, je pense et c'est ce que j'essaie d'appliquer à ma propre organisation, c'est un sujet d'anticipation. Si on n'anticipe pas, on est mort. On est mort parce que adapter un corps social, et en particulier d'entreprises qui sont établies depuis un certain temps, ça prend du temps. Et si vous voulez, j'ai juste demandé en gros d'un claquement de doigts de changer la culture, les compétences, ça ne marche pas. Et donc aujourd'hui, en tout cas moi c'est ce que je vois en ce qui me concerne. Aujourd'hui, je suis plus rapide à mettre en place de la technologie qu'à la faire adopter à pleine vitesse par l'ensemble de mes équipes. Et donc c'est comment est-ce que je suis capable de faire en sorte de transformer mes organisations, ma culture, mes compétences à la vitesse à laquelle je peux transformer mon business model. Et ça, c'est un sujet qui est une des préoccupations majeures de bon nombre d'entreprises. Ça commence par des sujets, il faut que je planifie, j'essaie de planifier à peut-être 3-5 ans, c'est qu'est-ce que je pense que seront mes besoins en compétences, que je comprenne quel est le gap par rapport à ce que j'ai aujourd'hui et que je mette en mouvement, que je forme mes équipes, que j'adapte la culture. Voilà, donc un sujet d'anticipation qui me semble être un sujet extrêmement fort. Donc voilà quelques éléments majeurs dont je peux apporter le témoignage de la façon dont on le vit nous en interne et dans la façon dont on accompagne nos clients. Très bien, merci. Nous allons maintenant nous adresser à Sergine Dupuis. Donc Sergine, vous représentez à la fois votre entreprise et vous êtes administratrice de l'Observatoire de l'ubérisation. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les défis que rencontrent en termes d'emploi et de compétences ces plateformes, ces Uber? Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Effectivement, je suis là à un double titre. La première chose, peut-être puis-je le rappeler en 2 minutes, ce qu'est l'Observatoire de l'ubérisation. Nous sommes une association qui regroupe des plateformes, certes, ubérisantes, mais aussi, bien sûr, des grandes entreprises, des économistes, des journalistes, des penseurs, des gens qui nous aident à réfléchir, à observer, certes, à analyser, mais aussi à nous regrouper sous format d'ateliers pour pouvoir faire des recommandations, avoir des discussions un peu éclairées avec les gens des gouvernements et notamment le ministre du Travail, la ministre du Travail qui est très concernée par les questions d'ubérisation, et de pouvoir faire des recommandations également aux entreprises pour qu'elles arrêtent de se faire damer le pion par ces vilains acteurs de l'ubérisation. Au deuxième titre, je suis là parce que j'en fais partie. Je fais partie de ces plateformes qui proposent l'ubérisation des services. Moi, je préfère appeler ça le service à la demande parce que quand on parle d'ubérisation, on a quand même tendance à associer ça à de la précarité. Or, tout le positionnement de Bibos, c'est précisément la générosité sociale et j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre question. Donc, effectivement, il y a un très fort enjeu pour nous en termes d'emploi. Parce que, et là je ne parle que de moi-même, mais la raison pour laquelle nous avons créé cette plateforme-là, c'était précisément pour remettre des milliers, voire des millions de personnes au travail, leur permettre à tous de gagner un complément de revenu ou de se constituer un complément de revenu, ou un revenu dans son intégralité. Bon, alors tout ça c'était très ambitieux et quand je dis complément de revenu, je parle de gens qui peuvent être à la base des chômeurs, des inactifs, des étudiants, les femmes au foyer, des seniors, etc. Ça peut être également des gens qui sont à temps plein, qui sont à temps partiel et qui souhaitent gagner un peu plus d'argent que ce que ne leur donne leur salaire. Et on parlait tout à l'heure avec Yves Cazot de la robotisation et des différentes menaces qui pèsent sur nous tous, en tout cas sur tous les salariés aujourd'hui. Et vous parliez précisément des métiers de contact.
l'enjeu du travail ici, l'enjeu de l'emploi, c'est de penser en tout cas que les plateformes peuvent être un énorme levier de requalification, on va dire une nouvelle opportunité pour tous les gens qui effectivement perdraient un travail et pourraient trouver dans le service à la personne, le service à domicile, tous ces métiers d'interaction et de proximité, une nouvelle opportunité pour eux. Là, on ne parle pas du tout du freelancer, motion designer, de l'architecte ou de l'avocat. Hein. Quand je parle de complément de revenus et de services de proximité, on parle d'un monteur de meubles, de quelqu'un qui fait de l'assistance informatique, de l'assistance administrative, qui balade vos chiens, qui va lire un livre à votre grand-mère à l'hôpital ou qui s'occupe de vos enfants. C'est plus, en tout cas sur Bibos, plus de 20 savoir-faire différents qui peuvent être valorisés, monétisés, que ce soit à titre professionnel ou juste comme complément, encore une fois, d'une activité. Donc oui, il y a un très fort enjeu d'emploi et on pense que les plateformes ont un très beau rôle à jouer si tant est qu'elles soient capables de le faire de manière massive. On parlera peut-être des conditions auxquelles on peut faire ça de manière massive. Ceci dit, on est quand même un peu capé, c'est-à-dire que pour le faire légalement et le faire avec les entreprises, ce qui est notre cas sur Bibos, il faut qu'on puisse passer par de la main-d'œuvre, des travailleurs indépendants qui ont la capacité effective, la capacité légale à facturer. Donc il s'agit bien des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, outre le fait qu'ils ont un plafond au-delà duquel ils ne peuvent pas aller, sinon ils deviendraient automatiquement des entreprises, ce qu'ils ne savent pas toujours gérer. Eh bien, les auto-entrepreneurs, faut-il encore qu'ils le deviennent ? Alors, peut-être que je suis moins modérée que vous, Yves Cazot, mais j'aurais tendance à dire, pourquoi pas se dire que tous les Français devraient être auto-entrepreneurs, qu'ils soient déjà salariés ou non d'ailleurs. Il faudrait donc que cette procédure, cet accès à l'auto-entrepreneuriat soit rendu facile, lisible, et pas que pour le motion designer ou l'architecte ou tous ces gens qui, a priori, arriveraient à comprendre le formulaire de l'URSSAF, et encore. Franchement, hein, j'ai plutôt une bonne formation. Je trouve ça abscon, illisible, impénétrable. Mais alors celui qui monte des meubles, fait ça en plus de son job de jardinier, etc., il va être rebuté par cela. Et quand bien même il serait allé au-delà de tous ces obstacles administratifs qui sont extrêmement laborieux, il lui resterait probablement à dealer entre deux régimes de protection sociale, le RSI d'un côté, le régime général de l'autre, etc. Bref, c'est un peu compliqué. Donc on a fait une très belle chose en 2009 de créer ce régime de l'auto-entrepreneuriat parce que ça a libéré les énergies et il faut bien dire que ça permet quand même de se dégager un revenu de complément avec une fiscalité extrêmement réduite, d'où le succès des plateformes. Ceci dit, si on va aller un cran plus loin et vraiment embrasser tous ces enjeux de l'emploi et réussir à donner une solution positive et constructive à ces problèmes de robotisation qui vont être destructeurs d'emplois, et donc mieux développer le service à la personne, il faut qu'on ultra simplifie le régime de l'auto-entrepreneuriat. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parliez de compétences tout à l'heure. Alors quand on parle de gens qui sont censés faire du service à la personne, aller chez les gens, s'occuper de cette nouvelle aristocratie des services, ces nouveaux privilèges dont on peut faire bénéficier les consommateurs, quels qu'ils soient, et pas juste ceux qui ont besoin de plus de confort et de bien-être, mais ceux qui ont sérieusement besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est-à-dire les personnes qui sont enclavées, seules, loin en région, âgées, isolées, etc. Tous ces gens-là, si on veut leur faire bénéficier de plus de services, il faut qu'on puisse leur garantir une qualité de service qui soit irréprochable. Alors vous allez dire, en même temps, il ne faut pas être très qualifié pour pouvoir monter un meuble ou lire un roman à mamie. Mais en fait, si, parce qu'il y a un savoir-être, une relation au client, ne serait-ce que de la ponctualité, parce que ces gens-là, ils comptent sur vous lorsque vous allez les aider chez eux pour que vous leur rendiez ce service à telle heure, à tel moment, avec telle compétence. Bref, il faut que les plateformes garantissent aux consommateurs ou aux entreprises avec lesquelles elles travaillent que ces gens-là sont effectivement qualifiés, vont être sympas, ponctuels, etc. Ils vont savoir faire ce qu'on leur demande, quand bien même ce ne serait pas extraordinaire et que ça ne requerrait pas des compétences folles. Et là, en tant que plateforme, on se dit alors on va essayer de mieux les recruter, j'ai dit recruter, j'aurais pas dû, ce sont des auto-entrepreneurs, nous ne les recrutons pas. De mieux les sélectionner, de mieux certifier leurs compétences, de mieux se garantir qu'ils les ont, éventuellement les former, parce qu'on adorerait pouvoir faire cela. Et là, on est confronté à un autre problème qui est la menace de la requalification. Le plus on en fera dans le sens de la compétence, de la certification, de l'assurance, de la garantie, de la sécurité du service que nous offrons à nos clients,
le plus, on aura cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'on se comportera de facto, pour partie en tout cas, comme un potentiel employeur. Donc là, les choses vont évoluer, les lois vont probablement s'adapter, et de toute façon les gouvernements changent, donc on verra. Mais il y a de fortes chances qu'il nous faille aller vers un système qui privilégie la bienveillance et la générosité sociale de la part des plateformes, plutôt que les en punisse. Très bien. Peut-être juste un mot, comme le temps est court, sur cette notion d'économie collaborative de deuxième génération qu'on évoquait en préparation de cet entretien. Ouais, en un mot. Ouais. C'était très centré sur nous-mêmes en même temps, parce que la plateforme de deuxième génération, c'est la façon dont j'ai qualifié la boîte qu'on a montée. Pardon. Alors, si je dois faire une synthèse, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensée, conçue, rêvée, idéalisée, et aujourd'hui elle existe. Une plateforme de deuxième génération, elle a réussi à massifier l'emploi qu'elle proposait aux gens, c'est-à-dire qu'on parle de milliers et de milliers de talents. Elle a réussi à le faire avec des entreprises, c'est-à-dire se servir de ces grands leviers de distribution pour que le service soit offert à tous, massivement. Et surtout, elle a réussi à le faire de manière généreuse. Et là, en l'occurrence, je ne parle que pour nous-mêmes, mais je pense qu'il y a des plateformes qui commencent vraiment à considérer cela et ce mouvement aussi. Et c'est ça ce qui assurera la pérennisation des phénomènes d'ubérisation, parce qu'on ne construit pas le progrès sur la misère, la bricole et le black. Mais en fait, c'est de mettre en place des privilèges, des services, on va dire, de support aux auto-entrepreneurs qui travaillent avec nous, comme les grands fonds sociaux et les misopos, les mutuelles qui existaient à l'époque. Donc on est en train de monter un fonds social qui nous permet, d'assurer 100% de toutes les prestations faites par les auto-entrepreneurs, qui leur garantit un maintien de leurs revenus s'ils ont un coup dur, une maladie ou un accident. Troisièmement, surtout, on est vraiment au bas de la pyramide de Maslow, mais c'est ça ce qui nous préoccupe. On les aide à trouver un toit en leur offrant une caution bancaire, parce que l'auto-entrepreneur face à un rentier, un fonctionnaire, voire un CDI, il n'est pas privilégié en tant que candidat à la location. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec Fanny Medina. Donc Fanny, vous êtes représentante ce soir donc, de CFE-CGC. Et ce sera intéressant pour nous, effectivement, d'avoir votre point de vue sur ces nouvelles formes de travail et comment un syndicat aborde cette question-là. Alors, effectivement, il y a énormément aujourd'hui d'entreprises qui sont en train de muter vers le numérique. L'important aussi aujourd'hui pour la CFE-CGC, c'est de pouvoir s'adapter et de pouvoir anticiper tous ces mouvements. J'ai la chance, dans le cadre de mon mandat, de participer aujourd'hui à une formation qui me permet justement de voyager un petit peu dans le monde pour un petit peu vérifier et regarder ce qui se fait. La semaine dernière, j'étais à Boston justement. Et il y a une chose que j'ai retenue et qui aujourd'hui existe en France, c'est les problèmes que les entreprises rencontrent avec leurs salariés, le stress que les salariés peuvent avoir face à ces changements de métier. Et ça, c'est important de prendre en compte, parce qu'une entreprise qui va bien pour le salarié, c'est important, mais des salariés qui vont bien, c'est aussi important pour l'entreprise. Je suis allée à Boston, j'ai rencontré Philippe Cochet, qui est aujourd'hui CIO, qui est chef exécutif de la production chez General Electric, et qui nous expliquait un petit peu comment avait fonctionné son changement d'organisation au niveau des nouvelles applis qu'il avait pu installer sur les différents outils qu'ils ont. Et je rejoins justement mon collègue de droite qui expliquait qu'en gros, dans son entreprise, il faisait attention que les salariés, de ne pas précipiter, on va dire, la réorganisation auprès de ses salariés pour justement éviter qu'il y ait une rupture face à ces nouvelles technologies. Et c'est exactement ce que Philippe Cochet, qui est aujourd'hui quand même sur une plateforme numérique assez importante, a fait avec ses salariés, puisqu'il a pris le temps, il a eu énormément de pédagogie. Ils ont mis à peu près 3 à 4 ans pour mettre en place des applications qui permettaient de gagner un gain en temps, en argent et en productivité, aussi bien pour eux et aussi bien pour leurs clients. Donc c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui est important de mettre en exergue, c'est vraiment la santé des salariés dans les entreprises qui aujourd'hui est une inquiétude. Je rebondis aussi sur l'accélération des différentes
manière de fonctionner dans les entreprises. Il se trouve qu'il y a des banques autour de moi. Je voulais parler aussi d'Orange Bank. Orange Bank est une forme de numérisation qu'a mis en place Orange, qui en fait associe tout ce qui est service numérique aux clients via une plateforme bancaire. On parlait de... Enfin, moi, je revenais aussi à la description de cet événement, qui dit qu'en gros, aujourd'hui, on est en train de courir derrière les différentes technologies et derrière les différentes mises en place, enfin, les différentes mises en place numériques qui sont en entreprise. Et Orange Bank, c'est pas nouveau, ça existe depuis, enfin, c'est pas un secret, et on s'aperçoit la difficulté que rencontrent certaines banques à s'adapter justement à ce type de nouvelles technologies, malgré les moyens qu'ils ont aujourd'hui actuellement. Je voulais aussi rebondir sur... enfin, mes différents voyages m'ont permis aussi de partager des expériences avec le Japon. Tout à l'heure, on parlait d'usine. L'usine est en train d'être automatisée. Il faut savoir que l'usine est aujourd'hui en grande partie, en majorité, enfin, une grande majorité des personnes, en tout cas des salariés des usines, sont des femmes. Ces femmes-là n'ont aucune formation, auront énormément de mal à retrouver et à retrouver un poste dans la société. Donc c'est aussi vers ces personnes-là qu'il va falloir se concentrer. Donc la formation est importante aujourd'hui en termes de, on va dire, en termes de transformation numérique. Voilà. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que j'essaie de me précipiter sur les différents sujets. Et aujourd'hui, en gros, ce que la CFE-CGC met en place, en tout cas ce que j'essaye de mettre en place, c'est une certaine légitimité à pouvoir représenter ces nouveaux travailleurs. Aujourd'hui, un syndicat est là pour représenter des salariés dans une entreprise. En tout cas, c'est la loi qui est ainsi faite. Et je pense qu'il va falloir aussi penser à légiférer sur ces différents points, permettant justement à ces nouveaux travailleurs, à ces nouveaux entrepreneurs, d'avoir aussi une protection sociale qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir. Très bien, merci. Je vous propose peut-être de prendre quelques questions et, selon la formule utilisée tout à l'heure, de prendre plusieurs questions si possible en même temps, et puis ensuite de faire un dernier tour avec nos intervenants autour de leurs réponses. Alors, Frédéric, on va faire devant, 3, 4. Oui, Des questions brèves et des réponses brèves. Bon, question de rêve. Non, brève. Google, Facebook, la femme de ménage, elle est aujourd'hui millionnaire. Donc, je pense que pour engager des gens, il faut aussi redistribuer. Et redistribuer pas qu'aux actionnaires. Redistribuer comme l'a fait le patron Carlos Tavares, ou va le faire dans son message ce matin, après le rachat d'Opel. Donc cette culture du social, c'est important. L'humain au centre de l'entreprise, c'est important. Donc redistribution, et ça dans notre culture royaliste aujourd'hui, ben non, ça n'existe pas. Et deuxièmement, formation bien entendu. Et chaque employé doit se prendre en main sur la data. C'est vrai, qui aujourd'hui gère lui-même ses data sur Facebook. Voilà, il y a une application, ça s'appelle Check. Voilà, donc la reprise en main par l'humain. On va essayer de faire court, hein. Merci. Parce qu'après, on a Jean-Marc Daniel qui va nous faire sa keynote, et puis on a aussi des témoignages de candidats. Bonjour, merci de me laisser la parole. Question brève ou question rêve, j'avais juste une petite question à poser. On parle de mutation. Einstein disait qu'avant de changer le monde, il faut changer l'homme. Je pose une question. Est-ce que vous travaillez en open space? Je pose la question à nos 4 invités. Très simple. Celle-là va aller vite. Oui. 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 Non. Et open space?
chez vous, on travaille en open space, mais est-ce que vous travaillez dans un open space? Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de milliers de personnes. Le PDG travaille en open space, pas vous. D'accord, on a la réponse. Une question au centre, oui. Oui, Vénier, consultant. Dans le passé, on a vu des changements dans les entreprises qui ont donné lieu à des conflits très, très sévères. Et beaucoup des mutations dont on parle aujourd'hui demandent beaucoup de temps, en fait. Est-ce qu'il est maintenant possible d'avoir un dialogue social plus fluide, de façon à ce que les problèmes de motivation, de changement, d'évolution du personnel soient prises d'une façon apaisée, sans conflit? Merci. Le temps, le social. Vous avez mangé des petits gâteaux tout à l'heure, presque 21h. Bonjour, Éric Motillon, dirigeant du cabinet Human First. J'ai 2 questions très brèves. Donc, à Monsieur Roumillac, quand vous parlez de savoir-être au pays des clones, ça a été dit très courtoisement ce soir, mais il faut faire évoluer le modèle. Qu'est-ce que vous entendez par savoir-être au pays des clones? Et une question, Madame Duval. Est-ce que l'intelligence collective et l'opportunité de libérer le leadership des femmes et son très très fort pouvoir d'intelligence émotionnelle? Allez, vous voulez répondre? Avant de parler de l'intelligence collective, peut-être 2 mots pour monsieur. En tout cas, le choix qui a été fait à la Société Générale, où on avait quand même des suppressions d'emplois très importantes à faire du côté du réseau, et notamment l'endroit où nous avons, sur la partie des back-office, où nous avons fermé, où nous avons pris la décision de fermer 6 sites, dont 5 en province. La région parisienne étant moins problématique parce qu'en fait on a un bassin d'emploi très large et de très nombreuses opportunités de reclasser les gens, mais en tout cas sur la province c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça a été de dire on s'inscrit dans un schéma sur plusieurs années et on annonce toutes les fermetures tout de suite, même si en fait les fermetures vont s'échelonner sur plusieurs années. En réalité on a 2 sites qui vont fermer 2 sites qui vont fermer début 2018 et puis ensuite on a des sites qui vont fermer beaucoup plus tard. En fait, on a signé avec les partenaires sociaux, on a donné l'ensemble de ce plan de transformation et on a signé avec les partenaires sociaux sur cette base d'accompagner les collaborateurs sur un plan qui prenait sur plusieurs années. Donc, je pense qu'on n'a pas tellement le choix que de s'inscrire dans la durée, c'est clair. Et c'est quand même très compliqué de reclasser des collaborateurs, de les former, voilà. Alain Roumillac, vous vouliez réagir à une des questions qui a été posée. Donc, toujours sur le même sujet, moi j'ai une seule règle, c'est les gens ils comprennent ce qui se passe, il faut leur dire la vérité. Et quelle que soit la dureté de la vérité que vous avez à dire et des adaptations que vous avez à faire, et à partir du moment où vous parlez en franchise et que vous mettez les moyens pour vous adapter, en général le dialogue social peut très bien se passer. Le pire c'est quand vous cachez la vérité aux gens. Deuxième sujet, vous m'avez posé une question, c'est quoi le savoir-être? Encore une fois, c'est quand on a un emploi, on essaie d'aller travailler tous les jours, on arrive à l'heure, et quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, c'est pas obligatoirement parce qu'il vous insulte. Ça paraît comme ça, et je le fais sous forme de boutade. Je vous assure, nous on a 100 000 personnes détachées chaque jour chez nos clients, je peux vous assurer que vous avez un certain nombre de gens, et je pense que, et c'est pas leur faute, c'est qu'un certain nombre de codes de ce qui fait notre société, ou en tout cas la façon dont les entreprises sont gérées, avec lesquelles on travaille, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas ces codes et sur lesquels il faut les aider. Parce que d'ailleurs, si vous ne les aidez pas, vous les excluez de la société. C'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui ont été posées sur lesquelles vous voulez réagir? Alors 2 mots sur l'intelligence collective et le leadership féminin. Juste pour partager avec vous le fait que quand on a fait notre hackathon de l'innovation managériale, on a fait très attention à avoir un bon équilibre entre les hommes et les femmes, et que les femmes ont contribué de manière tout à fait, je dirais, équilibrée, et les hommes aussi. Donc c'était pas un sujet. Et je dirais que sur toute la couche de middle management, en fait, on n'a pas de problème avec les femmes. Le problème d'un réseau comme la Société Générale, qui est très large, sur toute la France, c'est plus la mobilité géographique. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et
Voilà, donc il faut accepter aussi de faire évoluer le modèle, parce que accepter de nommer des femmes sur des bassins d'emploi où elles ont toujours évolué, et ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on nécessitait, en fait, on imposait aux gens d'être mobiles pour pouvoir évoluer. Donc en fait, on fait tomber ce genre de code. Et après, le problème, il est aussi sur la couche de managers au-dessus. Et ça, il n'y aura que la volonté des managers dirigeants pour vraiment faire changer les choses. Mais voilà. Mais je dirais qu'à la Société Générale, en tout cas, on a au moins un président qui est motivé. Et vous avez l'esprit d'équipe. Merci à toutes et à Merci tous à tous pour cette table ronde.